parler, nous recevons sur ce plateau Alexandre Choué. Il est chef des travaux à l'UPC. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, première question de manière générique, hein, est-ce qu'il y a crise en RDC? Effectivement, il y a une crise en RDC. Lorsqu'on regarde ce qui se passe et ce qui se vit au quotidien, il y a une crise. Dans une économie où les rémunérations ne sont pas payées de manière régulière, il y a un problème. Dans une économie où on n'investit pas assez, il y a un problème. Dans une économie où les prix des biens sont très élevés alors que les gens n'ont pas accès à leurs revenus, il y a un problème. Et bref, tout ça pour dire que les indicateurs de niveau de vie et de bien-être sont en régression depuis quelques années. Et tout cela freine les développements? Bien sûr, puisque le développement, c'est un processus qui doit se traduire par une amélioration des conditions de vie de la population. Alors, on entre vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le développement selon vous? Ou encore, comment définissez-vous les développements? En ce qui me concerne, je définirais le développement comme étant un progrès intégral de l'homme dans toutes les dimensions de son être à travers divers facteurs, notamment des facteurs démographiques, environnementaux. C'est pour dire que dans ces différentes dimensions de la vie de l'homme, il faudrait que l'on observe des avancées significatives. Parce qu'au finish, l'action de l'homme doit lui donner l'opportunité ou l'occasion de vivre dans des conditions acceptables, c'est-à-dire respectant la dignité humaine. Mais lorsque vous avez, par exemple, comme la RDC, des richesses importantes et que le citoyen moyen n'arrive pas à vivre comme il se doit, c'est qu'il y a un problème. Donc, la définition que vous venez de donner par rapport au développement, on ne peut pas l'intégrer aujourd'hui au vécu quotidien des Congolais? Non, pas du tout, on est encore loin du compte. On est loin du compte et ça demande beaucoup. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il y a besoin que l'homme congolais change fondamentalement et qu'il change sa façon de voir et de faire les choses. Mais qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Il y a une crise. À quel niveau il y a une crise? C'est une crise multiforme, multisectorielle? C'est une crise humaine ou comment? Si vous me demandez par rapport au problème de développement, je dirais que la crise est liée à l'homme congolais lui-même. C'est l'homme congolais qui est lui-même le vrai problème. Parce qu'à dire, le vrai, c'est que les matières premières d'elles-mêmes ne peuvent rien faire. C'est l'homme l'acteur. Mais quel est le comportement qu'affiche l'acteur lorsqu'il a l'occasion de gérer ou lorsqu'il a l'occasion de prendre une décision? Comment se comporte-t-il par rapport aux défis et aux problèmes du Congo dans son ensemble et du citoyen congolais moyen? C'est ça le vrai problème. Et comme je l'ai dit une fois sur votre plateau ici, c'est que nombreux parmi nous sont ceux qui, lorsqu'ils ne sont pas aux affaires, ils ont des très bonnes idées. Et lorsqu'on leur confie une parcelle de pouvoir, ils oublient tout ce qu'ils ont eu à dire autrefois et se comportent autrement. Et c'est ça le problème. Il faut rester cohérent et constant dans les prises de position. On vous confie un terrain ou encore une portion de responsabilité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par où? Ça dépend de là où je suis, parce que si vous m'envoyez dans un secteur précis, je commencerai par rapport au problème du secteur donné. Mais si il m'était donné de faire une recommandation sur la gestion d'ensemble du pays, mais on commence partout. Parce que l'homme a plusieurs dimensions dans son existence et donc il faudrait agir dans tous les secteurs. C'est vrai que les moyens sont limités, mais il y a toujours lieu de faire des arbitrages responsables en tenant compte bien sûr des priorités du moment et aussi en tenant compte des effets d'entraînement que telle activité ou telle action peut avoir. Vous parlez de plusieurs dimensions en l'homme. La dimension spirituelle compte aussi, selon vous, pour qu'il y ait réellement un redécollage de la République démocratique du Congo? C'est le premier problème que nous avons ici. Oui, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Effectivement. Malgré qu'il y a plusieurs églises. Quand vous allez à l'église et sans croire aux valeurs du travail, quelque part vous mettez en cause la parole du Seigneur, parce que Dieu demande à l'homme de travailler. L'homme mangera à la sueur de son front. Quand vous prêchez les gens de ne pas travailler, est-ce que vous annoncez la parole de Dieu? Faites semblant d'annoncer la parole de Dieu, mais arrêtez, c'est pas ça. Quand vous votez les gens 24 heures sur 24 à l'église, alors qu'il faut travailler comme le Seigneur l'a demandé, c'est un problème. Il y a beaucoup de contradictions déjà au niveau spirituel. Donc pour moi, il y a une crise sur le plan spirituel dans ce pays. Les problèmes, ce sont les pasteurs qui retiennent la population, ou le problème, c'est la population qui va vers le pasteur sans pour autant réfléchir? Les deux partagent la responsabilité. Il y a des pasteurs qui annoncent un message qui n'est pas celui du développement. Il y a aussi des fidèles qui n'ont pas un comportement responsable. Parce qu'il ne faut pas attendre que le Seigneur puisse descendre pour vous donner à manger. Non, il ne le fera pas. La main ne tombera pas. Ça, ce sont des conséquences. C'est quoi la cause selon vous? Bon, pourquoi l'homme congolais s'attache à l'Église et non à Dieu? Bon, il y a d'abord une crise de confiance dans l'homme congolais lui-même. Il ne croit pas en lui. Et je peux expliquer cette crise. Ça, c'est une autre dimension encore. Oui, oui. Une crise de confiance en soi, d'abord. L'homme congolais ne croit plus en lui-même parce que justement, certaines valeurs ont été reléguées au second plan.
il faut que les gens puissent se retrouver au travail. Alors vous travaillez durement, vous finissez vos études, mais vous n'avez pas d'opportunité pour travailler. Mais vous pouvez vous demander, mais à quoi servent mes études? Et du coup, quel est le message qu'on donnera aux enfants qui doivent étudier par la suite? Moi aussi, j'ai étudié comme vous, mais je n'ai pas trouvé d'opportunité. Du coup, il y a une crise et on se demande, et si on a des enfants à prendre en charge et qu'on ne sait pas les prendre en charge, il y a autant de questions qui s'en suivent. Donc là, il y a une crise sur le plan de la confiance. Et ça dérange l'homme, parce que là, maintenant, l'homme développe d'autres comportements qui sont des comportements de nature à ne pas faire avancer la société. C'est aussi une crise de gouvernance, selon vous? Bon, il y a aussi un problème de gouvernance, mais la gouvernance, c'est l'homme. Moi, je ne vois pas une institution exister sans homme. Ce sont les animateurs qui doivent comprendre que... Mais les animateurs, c'est le peuple qui les choisissent. Oui, mais non, mais il faut opérer un bon choix. Oui, d'accord, mais il faut d'abord que nous-mêmes aussi, quand on dit peuple, quand on nous donne un espace d'action, qu'on puisse faire montre du sérieux qui est le nôtre. Mais déjà, des petites choses, on n'est pas fidèle. Comment voulez-vous décoller? Alors que la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Si vous êtes fidèle à des petites choses, on va vous confier des grandes choses. Mais il y a un problème dans l'homme. Tout est question de moi, parce que c'est mon point de vue, ça m'engage comment, mais je pense que le problème est à ce niveau-là. Et il y a un deuxième problème, c'est que maintenant, il y a une crise de confiance envers son prochain. Le Congolais ne croit plus à son frère, parce que justement, la corruption est devenue institutionnalisée. Et du coup, on se dit, mais est-ce qu'il le fait avec sincérité ou non? Bref, on se méfie. Et alors, comment est-ce qu'on peut espérer avancer dans ces conditions? Mais je ne perds pas espoir. Je pense que l'espoir de ce pays, c'est dans la jeunesse. Ok, on va parler de la jeunesse. Vous avez parlé de la crise spirituelle. L'homme congolais ne sait pas donner la place qu'il faut à Dieu. Vous avez parlé de la crise des confiances. Et encore la crise de l'homme congolais par rapport à son congénère. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer encore au redressement de la République démocratique du Congo? Et vous utiliserez quelle frange de la population pour toucher réellement à cette situation, ces problèmes? Voilà. Vous voyez que quand on parle de crise spirituelle, c'est qu'effectivement, c'est un vrai problème. Parce que les gens, des fois, chantent des cantiques sans savoir que disent les cantiques qu'ils chantent. Il y a une chanson de Feu Alain Moloto que beaucoup chantent, c'est encore possible. Mais on le chante comme des perroquets, sans croire que c'est encore possible. C'est possible, mais comment? C'est une question d'approche. Il faut utiliser tout ce que nous avons comme ressources. Et la première ressource, c'est l'homme. Parce que c'est lui le principal acteur et le principal bénéficiaire des fruits du développement. Et donc, il faudrait que l'homme congolais comprenne ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il se mettra à faire ce qu'il faut faire, on verra le changement arriver. Mais comment comprendre? C'est ça le problème. Comment comprendre? Cet homme congolais ne sait pas travailler parce qu'il n'y a pas de création d'emplois. Cet homme congolais n'est pas rémunéré comme il se doit, avec cette mentalité qui est déjà sacrifiée. Comment il doit comprendre? En fait, à vous entendre parler, c'est comme si on devrait dire, bon, jetons l'éponge et oublions le pays. Non, non, c'est à vous de nous donner des sorties ou des solutions. Justement, c'est pour dire que... Vous parlez de la jeunesse, mais cette jeunesse-là, elle est où aujourd'hui? Oui, justement, en fait, il y a un problème d'abord, c'est qu'il y a un problème de vision dans ce pays. C'est que nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à voir ce qu'il faudrait voir ou faire ce qu'il faudrait faire pour faire avancer l'agenda du développement de la RDC. C'est ça le vrai problème. En moment de crise, on trouve une opportunité pour décoller, mais regardons dans le passé, quelles ont été nos erreurs pour avancer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à faire passer un message nouveau dans le chef des jeunes Congolais, une prise de conscience avec un accompagnement réel en termes d'action publique, on peut amener cette jeunesse à prendre conscience du rôle qui est le sien et aussi lui donner les moyens pour avancer et jouer ce rôle. Ce n'est pas en un jour qu'on va construire tout ce pays, mais il est possible d'aller progressivement. Il faudrait qu'on puisse commencer avec une vision certaine et qu'on puisse poser les jalons de l'action à mener. C'est ce que je pense. Mais c'est quoi ces messages? Parce qu'on invente. Mais je donne un exemple. Les messages ont toujours existé. Non, mais les messages existent. En Chine, par exemple. C'est quoi les messages qui va capter aujourd'hui la jeunesse congolaise? D'abord, c'est quoi le développement? Parce que les gens, nombreux sont ceux qui sont incapables de vous dire c'est quoi le développement. Quand j'ai parlé du développement tout à l'heure, j'ai dit à travers divers facteurs. J'ai parlé des facteurs démographiques, mais ça suppose quoi? Ça suppose une certaine responsabilité dans les mécanismes de reproduction. Comment pouvez-vous prendre le plaisir de reproduire la race humaine alors que vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir prendre en charge les enfants que vous allez... Ça, c'est un problème. Et donc, il y a lieu de voir... C'est lié à la pauvreté, ça? Pas forcément. Ça dépend aussi de votre façon de comprendre c'est quoi la contraception, l'abstinence, autant d'éléments qui existent pour qu'on puisse éviter ce genre de choses. Et au niveau économique, il y a lieu de dire que le progrès se fait voir lorsque on modifie les structures de production de l'économie et on arrive à créer plus de richesses. Mais on a un potentiel énorme. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'économie mondiale vit pour beaucoup de l'activité touristique. Mais quel est le potentiel touristique de la RDC et qu'est-ce que ça rapporte au pays? Nous avons ici à Kinshasa des jardins, des parcs. Mais y a-t-il des léopards alors que notre pays a comme emblème le léopard? Le problème pour nous, c'est la capacité d'aller prendre les léopards là-bas, les arrêter et les placer dans un jardin pour attirer la clientèle.
on parle de problèmes de qualité de vie, mais l'accès à l'eau, c'est un élément important. Quelqu'un qui habite en Kinsuka, chez lui à domicile, il regarde à travers la fenêtre du salon, il voit de l'eau. Il va dans la cuisine prendre une assiette, il voit de l'eau. Il va dans la chambre prendre un habit, il voit de l'eau. Mais quand il va au robinet, il ouvre, il n'y a pas d'eau. Donc, en d'autres termes, notre problème, c'est quoi? Notre incapacité, c'est de pouvoir prendre de l'eau qui est dehors là-bas et faire rentrer ça dans la maison. Mais quand même, on est au XXIe siècle. Donc, c'est pour dire qu'il est possible de résoudre ces problèmes-là. Il faut maintenant qu'on puisse attaquer les vrais problèmes de développement. Des fois, les gens nous font tourner autour du pot sans attaquer les vrais problèmes du pays. C'est ça vous donnez combien de temps à cette possibilité-là de permettre à ce qui est redécollage? C'est un mirage ou c'est utopique? Un leadership éclairé. Un leadership éclairé avec un accompagnement. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a une personne qui porte la vision, mais aussi des gens qui doivent l'accompagner. Si vous êtes chef et que vous avez une vision et que vos collaborateurs posent problème, ça va vous rattraper. C'est ça fait la RDC champion en projet. Nous avons tout un chapelet de bonnes intentions, mais qui ne se concrétise pas. Ça demande du pragmatisme aussi. Il faut bien parler. Mais je vous donne un exemple. En 2011, le président de la République avait demandé qu'on aborde un plan de développement. Il a donné une orientation et je me rappelle même qu'à l'époque, les Chinois et les Coréens ont été mis à contribution pour donner des éléments de leur expérience pour qu'on avance. Et depuis qu'on a été engagés dans le processus d'élaboration du PNSD, le gouvernement Matata est passé, a fait un grand travail. On était presque à la fin, mais aujourd'hui, on est où? On est encore en train de tourner autour du pot. Pourquoi? Parce que certaines personnes veulent encore revenir en arrière. Pourquoi? Avec quel travail, pour quelle qualité? J'ai même rencontré certains partenaires extérieurs qui m'ont dit qu'eux ne sont pas prêts à revenir en arrière parce qu'ils remarquent que certains voudraient les ramener sur la table pour dépenser de l'argent alors qu'il y avait déjà un travail qui a été fait par le gouvernement Matata. Et le gouvernement Matata n'a pas fait ça au nom d'une personne, mais au nom de l'intérêt collectif. Mais prenez ces éléments et avancez. Moi-même, j'ai participé à l'exercice. Mais pourquoi est-ce que ça piétine? Alors que si on avait fini avec ce document et qu'on était maintenant dans le processus de mise en œuvre, on aurait gagné quelque chose. Mais voilà qu'on est en train de tourner autour du pot. Certains instruments de gestion qu'on aurait dû mettre en place n'ont pas été mis en place. Aujourd'hui, même quand vous parlez des problèmes monétaires ici, mais c'est entre autres dû au fait qu'il y a un manque de coordination dans l'action gouvernementale. Alors, nous revenons sur la crise de confiance en soi, mais aussi la crise vis-à-vis de son congénère. Il y a une solution à cela. Il faut que certains hommes puissent avoir l'espace pour montrer comment faire les choses et que les autres, par modestie, acceptent ce qui s'est fait correctement. Vous voulez dire qu'il y a un problème d'espace? Oui, il faut que l'on puisse donner l'espace à ceux qui peuvent faire quelque chose pour l'intérêt du pays et qu'on voit un peu les résultats. Il faut attendre qu'on vous donne cet espace-là. Bon, me donner... Si ça va prendre 10, 20, 30, 40 ans. Non, me donner un l'espace, non. Et puis vous partez avec. Non, c'est mon pays, j'ai un devoir. Ou j'ai des devoirs par rapport à ce pays. Voilà encore une autre difficulté, c'est que beaucoup sont ceux qui croient qu'ils ont des droits sur le pays, mais ils ne pensent pas à la partie devoir. Ils veulent jouir sans pouvoir travailler préalablement, c'est le problème. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si on travaille tous avec discipline, partout où on se trouve, on peut faire quelque chose. Et s'il y a une coordination de l'action gouvernementale et aussi des synergies entre différents acteurs de la société, on peut relever le défi de développement. Alors, comment faire pour transmettre ce genre de messages à la jeunesse congolaise? Bon, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait organiser des rencontres populaires et parler aux jeunes, leur dire ce qu'ils peuvent faire et voir un peu comment est-ce qu'on peut fédérer les énergies positives qu'il y a dans la population pour faire avancer l'agenda de développement de la RDC. C'est pas impossible. Organiser des rencontres, de quel genre? Non, mais moi je suis... Aujourd'hui, quand vous vous tenez devant les jeunes, ils pensent politique, ils pensent poste, ils pensent parti politique. Moi, je pense développement. Vous irez comment? Moi, je pense développement. Indépendamment de votre bonne volonté? Non, moi, je suis enseignant à l'université. Vous êtes au sein d'un parti politique ou... je suis enseignant à l'université et déjà, à travers mes enseignements, je forme les gens en économie, mais je leur apprends ce qu'il faut faire pour développer... Alors là, vous catégorisez directement la jeunesse? Non. J'avance. Les jeunes élites, les jeunes intellectuels, c'est ça votre vision, c'est ça votre catégorie des jeunes? Tous les jeunes, on a besoin de tout le monde pour bâtir ce Congo. Et j'ai échangé avec mon pasteur, je crois que c'était hier, on a parlé avec mon pasteur, je lui ai dit que pasteur, nous devrions au niveau de l'église organiser aussi des activités portant sur le développement. C'est vrai qu'on doit réunir les gens autour de la parole du Seigneur, mais derrière la parole de Dieu... a compris. Oui, c'est un homme intelligent. On ne va pas vous départir de la mission première de l'Église, c'est d'évangéliser les gens. Non, l'Église n'a pas que rôle l'évangélisation, l'Église doit aussi contribuer au développement. Et c'est comme ça que l'Église a joué un rôle très important dans l'histoire des grandes nations. L'économie américaine a été bâtie aussi avec les principes de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'Église comme un facteur de développement? Il y a un économiste américain du nom de Robert Barrow qui a fait une analyse qui a montré que plusieurs pays en développement, surtout d'Afrique, sont en retard aussi parce qu'il y a un problème d'éthique, de valeurs morales et de religion, de culture, de développement.
Donc, pour dire qu'il faudrait annoncer aux gens la bonne nouvelle. Les gens croient facilement à ce que dit le pasteur. Mais si le pasteur vous dit la vérité et ce qu'il faut faire, mais c'est une voie par laquelle on peut enseigner. Raison pour laquelle je pense qu'en passant par l'Église et en prenant même certains passages bibliques comme élément de fondation de la réflexion, on peut amener les gens à croire et à changer d'attitude. Donc l'Église a un rôle à jouer dans le développement de ce pays. Ce n'est pas profiter de la faiblesse. Je suis fils de pasteur. Du peuple. Je suis fils de pasteur. Pour dire la religion est l'opium du peuple. Je suis fils de pasteur. J'ai grandi dans la maison d'un pasteur. Donc, en vous attendant de parler, nous avons comme l'impression que les partis politiques ont lamentablement échoué. Oui, effectivement, beaucoup de partis ont échoué. Il y a beaucoup de faiblesses. Et le problème, c'est qu'il y a certains partis qui n'ont pas de vision. Ils prêchent quoi? Et on juge sur carte les gens. C'est-à-dire quoi? Vous parlez, oui, on vous confie un espace de gestion, on vous regarde, vous n'arrivez pas à faire, mais tirez les conséquences et partez calmement. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer, que vous voulez rester, mais au nom de qui? Parce que tout le monde parle du pouvoir. Au nom du pouvoir, parce qu'ils se disent, bon, notre objectif c'est de conquérir le pouvoir et de rester le plus longtemps possible, mais quels que soient les moyens. J'ai aimé l'interview que le chef d'État a accordée à la presse tout récemment. Il a dit quelque chose de très fondamental. Changer l'homme. Il a parlé de ce changement de l'homme. Et je ne sais pas, mais moi, quand il a parlé, directement, j'ai compris que pour lui aussi, il faudrait qu'on ait plus d'hommes d'État dans ce pays que des politiciens. Parce que généralement, les politiciens sont ceux qui annoncent des choses utopiques, mais les hommes d'État sont ceux qui agissent en regardant l'intérêt collectif et qui veulent réellement voir les choses changer. Donc, il y a cette démarcation-là. Il faudrait que justement les jeunes... Vous en faites partie ou vous voulez en faire partie? Je suis critique dans ma façon de voir les choses, ce qui fait que quand j'ai à analyser, j'analyse avec beaucoup d'objectivité les questions. Et là où ça ne marche pas, je dis que ça ne marche pas. Et quand ça marche, ça marche. Je ne suis pas de ceux qui sont partisans pour le plaisir d'être partisans. Parce que je peux vous dire que si aujourd'hui la majorité dit 1 plus 1 égale 2, certains de l'opposition vont refuser. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est la majorité qui l'a dit. De même aussi, certains de la majorité, si l'opposition dit que 1 plus 1 égale 2, ils vont refuser. Mais est-ce que c'est ce genre de débat qui va faire avancer ce pays? Nous devons quand même faire preuve de beaucoup d'élégance et d'élévation pour dire que là où la majorité a raison, elle a raison. On avance tous pour l'intérêt collectif. Et là où l'opposition a raison, mais ceux qui gèrent, prenez le temps de reculer, regardez, échanger pour l'intérêt du peuple. C'est ce qu'il nous faut. Il vous arrive d'échanger avec les jeunes? Beaucoup, mais je suis jeune moi-même d'abord. Et en tant qu'enseignant, je vis avec des jeunes, j'encadre beaucoup de jeunes. Et là où je travaille avec beaucoup de jeunes. J'ai travaillé dans plusieurs programmes. Quelles sont les plaintes des jeunes aujourd'hui, de la jeunesse? Non, il y a certains jeunes qui sont brillants. Non, il y a des jeunes qui sont brillants, très brillants. En tant qu'enseignant, je peux vous montrer certains qui sont brillants, mais qui jusque-là n'ont pas trouvé du travail parce que le marché du travail est trop exigu. Et là, maintenant, si on va très loin dans l'analyse, on se rend compte que dans cette exiguïté-là, il y a des éléments qu'on peut facilement extirper, mais on commence à tribaliser ou à faire intervenir des considérations autres qui ne sont pas ceux que l'on chercherait pour le développement du pays. Et du coup, ça dérange. Il y a un problème à ce niveau-là, par exemple. Il y a des jeunes qui voudraient bien contribuer, mais il faudrait leur donner aussi de l'espace pour qu'ils puissent travailler pour l'intérêt du pays. Là, il y a aussi un problème. Et c'est une question que beaucoup de gouvernements devraient prendre en charge, cette question de l'emploi des jeunes surtout. C'est une question. Mais malheureusement. Malheureusement, mais c'est pas... Le gouvernement devra avoir des objectifs, surtout concernant la jeunesse. Oui, la création d'emplois aujourd'hui. Effectivement. On ne retrouve nulle part. Il y a quelques années, lorsque j'étais encore à la primature, à côté du Premier ministre Matata, il avait lancé une idée des projets ou des programmes d'incubateurs. Il avait remarqué que l'économie congolaise est construite sur plus de 60%, à plus de 60% sur les PME. Mais nombreuses sont celles qui n'ont pas justement les capacités managériales requises et qui n'arrivent pas à exploiter complètement le secteur d'activité qui est le leur. Et dans les pays développés comme ça se fait aussi, il dit non mais cherchons-leur un programme d'incubateur pour accompagner. Certains peuvent avoir les moyens mais n'ont pas l'art de produire. Alors on leur apporte un concours technique. D'autres ont l'art de produire mais n'arrivent pas à gérer. Là on leur apporte un concours cependant du management. Donc il y a lieu d'accompagner de telles initiatives. Et si on a en tête l'idée que l'entreprise est une personne qui est appelée à grandir et à se développer, ben, par des mesures d'excroissance, on peut faire que ces petites et moyennes entreprises deviennent des grandes entreprises à terme. Beaucoup de grandes entreprises américaines, tout comme européennes, n'étaient pas grandes au départ. Mais elles sont devenues pourquoi? Parce qu'elles ont été gérées correctement avec une vision et ça donné... Alors, je ne sais pas si vous allez répondre à cette question. Pourquoi ne pas pérenniser ces idées des Matata Pogno? Pourquoi ne pas les faire? Là encore, j'y reviens pour vous poser cette même question. Est-ce que c'est une crise de confiance en soi
et une crise par rapport à son congénère. C'est-à-dire, ce que Matata a fait, pour moi, bon, on peut s'en passer, on peut chercher d'autres idées ailleurs. Oui. Si on essaie de pérenniser cela, ça va être compliqué pour nous, ou comment? Non, non, le problème c'est quoi? C'est que si Matata a réussi, alors allons dans cette direction-là. S'il n'a pas réussi, ok. Mais jusqu'à preuve du contraire, il me semble que les résultats en économie sont têtus et parlent d'eux-mêmes. Et je pense que dans l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu un Premier ministre qui a été félicité par le chef d'État après qu'il ait exercé son mandat. Et ça a été le cas pour Matata Ponyo. Je pense que c'est quand même quelque chose... Comme vous aimez bien dire, il navigue à contre-courant. Oui, et Il ne faut pas seulement accepter les idées des autres comme ça. Non, il faut regarder en face les problèmes du peuple et agir dans l'intérêt du peuple. Il y a des solutions qui durent. Quand il a parlé des écoles, certains ont commencé à critiquer, voilà, mais quand même, il y a eu quelque chose. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans le pays. Et il y a des coins où il n'y a pas d'école. Mais comment voulez-vous que quelques personnes puissent espérer un lendemain meilleur s'ils n'ont pas eu à étudier comme vous et moi? Kinshasa n'est pas la RDC. Hein? Oui, justement, mais en province, je dis bien. Mais oui, c'est ce que c'est vous dire que Kinshasa n'est pas la RDC. Il faut développer tous les coins et les recoins de la République. Oui, c'est un continent. C'est un continent, mais c'est possible si nous réussissons avec la décentralisation. Et si nous arrivons à responsabiliser les acteurs à différents niveaux, au niveau central, au niveau provincial, local, mais je pense qu'on peut aller. C'est juste question de créer ce mouvement d'ensemble, cette dynamique-là, et qu'on mette en place des mécanismes qui vont contrôler tous les acteurs. Parce que nous sommes des champions en non-respect de nos engagements et des règles du jeu. C'est pour ça qu'on parle même de la faiblesse, de la qualité des institutions. Parce que les institutions, il faut les voir aussi comme des règles. Alors nous éditons des règles du jeu, mais quand il est question de les respecter, on déroge. C'est ça le problème. Alors, in fine, que retenir? Le développement, ce n'est pas un mirage, c'est une possibilité pour la RDC. Mais il faudrait que l'homme congolais prenne conscience que c'est lui qui doit changer le cours des choses. Et donc, il doit ne plus pleurer comme on le fait souvent, on reste sur le boulevard des lamentations, mais plutôt regarder vers le futur avec une vision éclairée, avec une détermination et surtout un comportement nouveau. On est appelé à décider, décidons avec responsabilité, c'est-à-dire en tenant compte de ce qui est présent et ce qui est futur. Parce qu'on ne prédit pas l'avenir, mais on le construit. Et tout se joue maintenant. Alors, aujourd'hui, si vous, jeunes Congolais, vous, acteurs politiques congolais, vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent et que demain il y a un échec, on va s'apprendre à qui? Soyons tous responsables et conséquents. La jeunesse, l'avenir de toute une nation, de la nation congolaise, de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Alexandre Choué. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'UPC. C'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'était Gros Plan. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50 surtout, avec le même plaisir. À très bientôt.